Bonjour à tous, je remercie l'Apologie de m'avoir proposé cette petite intervention au sujet de mon livre qui est paru au mois de juin 2019, qui s'appelle Poil et pouvoir, sous-titré L'autorité au fil du rasoir. Il me semble important de parler d'abord de la genèse de mon intérêt pour la trichologie, c'est-à-dire la science du poil. La fréquence des mentions sur les cheveux et la barbe dans les sources antiques, ne serait-ce que chez Suétone, auquel s'ajoute l'iconographie contrastée des empereurs Constantin et Julien au IVe siècle. Voilà le point de départ de mon intérêt. Il m'a semblé très vite, en étudiant ces deux empereurs, l'un étant glabre avec perruque et l'autre laissant pousser ses cheveux et sa barbe, que le jardinage pileux, si on peut l'appeler ainsi, n'était pas un jardin privé, mais un jardin public qui dessine une image pileuse de l'autorité politique et philosophique. Et il m'est apparu assez vite, au cours de mes travaux, depuis 2005 environ, ça fait à peu près 15 ans que je vagabonde sur ce sujet, il m'est apparu que deux modèles se dessinaient dans l'Empire romain au début de notre ère, dans l'iconographie impériale, puisque je parle d'une trichologie liée aux politiques. Le premier modèle, c'est le modèle augustéen et trajanien, c'est-à-dire le modèle imposé par l'empereur Auguste et son successeur au IIe siècle, Trajan. C'est un modèle d'un empereur glabre à cheveux courts. Le deuxième modèle, c'est celui du IIe siècle, que j'appelle le modèle antonin. Les empereurs, à partir d'Adrien, portant une chevelure plus longue et une barbe bouclée, jusqu'au foisonnement. À ces deux modèles antinomiques, du point de vue de l'image, pourrait s'ajouter un troisième, un modèle militaire qu'on pourrait appeler pannonien aussi, celui des empereurs soldats du IIIe siècle, avec des cheveux ras et une barbe à l'éteule, c'est-à-dire une barbe extrêmement courte, celle-là même qui est très très à la mode aujourd'hui. Ces modèles, à mes yeux, définissent ceux de l'Antiquité tardive, mais aussi du Moyen Âge, et prolongent leur influence jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, Napoléon Bonaparte et Emmanuel Macron sont à placer dans le lignage augustéen, glabre à cheveux courts. D'un autre côté, les pères du marxisme et les barbudos latino-américains dans le modèle des Antonins. Pour cette raison, si mon livre étudie la mise en place de ces modèles au cours du premier millénaire, puisqu'un des sous-titres indique que je vais d'Auguste à Charlemagne, je lui ai donné des extensions à l'époque moderne et contemporaine pour indiquer leur influence dans la longue durée. Dans l'Empire romain d'époque impériale, pour commencer, Empire romain qui a reçu des Grecs le rasoir et les barbiers, vers 300 avant Jésus-Christ, selon les encyclopédistes Varron et Pline, la domestication de la pilosité est une ligne de clivage majeure. De ce point de vue-là, l'archéologie nous renseigne aussi, car parmi les objets de vie quotidienne que les archéologues ont découverts, se trouvent, pour ainsi dire, tous les instruments des barbiers. Je veux parler des rasoirs, des ciseaux, des pinces à épiler, et des peignes, bien sûr, et même des fers à friser. Les instruments du barbier sont pour la plupart métalliques. Le rasoir, c'est de la métallurgie. La pince à épiler, c'est de la métallurgie fine. Il y a des peignes en métal, mais on en a aussi en corne et plus luxueux en ivoire.
on a toute une série d'instruments qui peuvent constituer dans nos musées, partout en Europe, du barbier, de la même façon qu'on a trouvé de magnifiques trousses d'instruments chirurgicaux métalliques. Pour ce qui est de la monnaie, autre métal tout à fait intéressant, vous parliez du cou large des empereurs du IIIe siècle, un coup de taureau lié à une coiffure presque rasée, une coiffure de GI américain en quelque sorte, associée à une fine barbe à laiteule qui couvre le cou et le bout du menton. Là, bien sûr, on est dans la symbolique, c'est celle du taureau militaire qui est apte à défendre par la force un empire romain menacé, a fortiori par des barbares à chevelure et barbe foisonnante. Mais c'est aussi symbolique parce que cette iconographie est censée, à une époque qui connaît 2 puis 4 empereurs, est censée en faire des sosies dans la même fonction militaire, la même fonction martiale. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que la forme des visages, la forme du cou surpuissante. Constantin était surnommé Tracala, c'est-à-dire le gros cou. Tout cela veut faire passer l'image d'un pouvoir unique à la puissance phénoménale. Le visage fait partie de la problématique et la pilosité du visage en est un élément vraiment essentiel. Le cheveu court et les joues rasées me semblent définir le citoyen romain, tandis que le laisser pousser est chez eux le signe du deuil, et la profusion, avec chignon ou tresse, augmentée de couleur fauve, désigne les barbares. Le Romain est donc un homme aux cheveux courts et aux joues rasées, tandis que le barbare laisse pousser ses cheveux et sa barbe à profusion, avec des couleurs qui s'écartent du noir. Quant à l'épilation, elle ressortit à une sophistication à la grecque, qui est ressentie chez les moralistes romains comme excessive et efféminante. Le premier exemple connu est celui de Scipion l'Africain, le vainqueur d'Hannibal, qui se faisait raser la tête et s'épilait toutes les parties du corps, et il a été, à cause de cela, l'objet d'attaques véhémentes. Le premier modèle dont je parlais tout à l'heure, le modèle augustéen trajanien, glabre à cheveux courts, reflète le régime mis en place par Auguste, c'est-à-dire le principat, et représente un idéal de monarchie républicaine. L'abandon de la barbe, après un siècle et demi de port par les Antonins et les Sévères, et puis les empereurs du IIIe siècle, l'abandon de la barbe par Constantin au début du IVe siècle avait certainement des causes dermiques. Un certain nombre d'indices dans les textes indiquent des rougeurs de peau, des absences de poils sur certaines parties du visage, un cheveu un peu rare, qui semble indiquer une sorte de psillose. Mais ce choix de Constantin de raser son poil rare, de regrouper ses cheveux un peu trop rares sous une perruque ou dans un diadème, c'est un choix qui le rattachait à Auguste, à Trajan, à l'image donc des meilleurs des empereurs selon la tradition romaine. Autrement dit, il s'agissait d'un choix cosmétique qu'on pourrait qualifier de réactionnaire dans la mesure où il revenait à un passé glorieux. Cependant, la barbe était aussi alors un des sémiophores du philosophe. Au IIe siècle, à l'époque de Trajan, Dion de Prusse faisait l'éloge de la calvitie dans un petit traité, éloge que reprend Synésios de Cyrène à la fin du IVe siècle, définissant l'idéal iconographique du philosophe comme celui d'un chauve barbu. Il s'agissait pour lui à la fois de valoriser la barbe philosophique tout en la combinant avec une valorisation nouvelle de la calvitie parce que celle-ci était plutôt mal vécue si l'on en croit les historiens de l'époque. Donc c'est une réhabilitation de la calvitie et
une combinaison valorisante avec la barbe. Lorsque, au IVe siècle, Julien se démarque de son oncle Constantin en apostasiant le christianisme, il se fait alors pousser une longue barbe en pointe et laisse libre cours à sa pilosité, comme pour définir un empereur philosophe. Au IVe et Ve siècle, l'émergence dans le christianisme du courant monastique et l'immigration barbare sont deux phénomènes qui viennent apporter des nuances à un modèle pileux qui était jusqu'alors complètement binaire. S'ils coupent leurs cheveux, comme on le leur conseille, et se laissent pousser la barbe sans y apporter de soins cosmétiques, les moines font évoluer le modèle philosophique. Un changement s'opère toutefois vers 400 avec Paulin de Nole, un Aquitain qui s'installe comme ascète dans la région de Naples. Paulin de Nole, on le sait par sa lettre 23 à Sulpice Sévère, un aristocrate aquitain. Paulin de Nole opte pour la tonsure, c'est-à-dire qu'il se fait couper les cheveux très courts, ce qui est un signe, c'est ce qu'il dit, à la fois de soumission à Dieu et symbolise une repousse associée à la résurrection. Cette tonsure dont Paulin de Nole nous offre le premier exemple dans les textes, elle est et reste occidentale parce que les moines d'Orient, eux, conservent la longue barbe et les longs cheveux. Le poil en tant que relique, je voudrais en donner deux exemples. Le premier, c'est dans les années 380, la découverte à Milan, sous la légide de saint Ambroise, l'évêque de la ville, des reliques de saint Nazaire. On a un texte qui indique que lorsque l'on a ouvert le sarcophage, on a découvert le corps du saint avec tous ses cheveux et sa barbe. Ce qui était considéré comme un signe divin, la présence des cheveux et du poil sont des indicateurs de non-putréfaction et par conséquent un présage de la résurrection et de la vie éternelle. D'autant plus que vers 400, c'est-à-dire à peine 15 ans après la découverte de cette relique, dans sa lettre 23, Paulin de Nole fait du cheveu un objet théologique. Pour lui, indubitablement, le Christ avait des cheveux longs, des cheveux noirs. C'était pour lui la preuve indubitable qu'il ne s'agissait pas d'un simulat d'incarnation, mais qu'il avait bel et bien épousé la condition humaine la plus charnelle. L'iconographie du Christ, qui naît et se développe au 5e et 6e siècle, est celle d'un Christ barbu à cheveux longs. Elle coïncide avec l'image des philosophes, mais aussi des moines orientaux. D'ailleurs, j'ajoute que dans le vocabulaire, à partir du 5e siècle, le vocable philosophe est employé pour désigner les moines. Il y a donc une superposition des deux modèles, philosophique et monastique. Cette iconographie triomphe, cette iconographie du Christ barbu à cheveux longs triomphe et met fin aux représentations orphiques et apolliniennes, c'est-à-dire en Orphée ou en Apollon, d'un Christ glabre aux cheveux mi-longs et bouclés, tel qu'il est attesté sur un certain nombre de bas-reliefs, par exemple au musée Pio Cristiano. Il est à noter que les papes ont été barbus du XVIe au XVIIIe siècle et qu'ils sont devenus glabres seulement à partir de 1700, lorsque meurt le dernier pape barbu de l'histoire, qui est Innocent XII. L'iconographie du Christ, pour nous résumer, est donc tributaire de l'image du moine philosophe oriental et ne tient rien de l'Occident. En revanche, on peut considérer que le fait que les papes abandonnent la barbe en 1700, c'est une conformation au modèle occidental de la tonsure. Après l'Empire romain, la période mérovingienne, qui court grosso modo du 5e au 8e siècle, associe le pouvoir royal à une chevelure longue. Quand je dis longue,
ça signifie qu'elle tombait sur les épaules. Les reges criniti, les rois chevelus, c'est ainsi que les textes les nomment, sont en quelque sorte des avatars de Samson, de la figure biblique de Samson et de ses longs cheveux, qui sont porteurs de la force du nazir, la force de l'émissaire divin. Entre le 5e et le 8e siècle, donc, déposer les rois en Francia consiste à couper les cheveux, tandis que le supplice de la décalvation, par bastonnade, empêchant toute repousse, écarte du pouvoir de manière définitive. Le pouvoir royal, donc, dans la royauté franque, mérovingienne, est iconographiquement indissolublement lié au port d'une longue chevelure, et la décalvation les prive de toute prétention royale. Une découverte archéologique extrêmement récente à propos de l'étude qui a été menée sur différents sceaux de l'époque de Charlemagne, des sceaux royaux et impériaux carolingiens. Le fait est qu'on a trouvé dans plusieurs sceaux, dans la cire de ces sceaux, des éléments de barbe de l'empereur. Il ne s'agissait pas de poils coupés, puisque le poil comportait le bulbe. C'était donc du poil épilé et non coupé. Le grand intérêt de la chose, c'est d'indiquer que le corps du roi est présent dans sa décision, c'est-à-dire dans le sceau de cire de ses arrêtés, de ses édits, et que ce qui symbolise le corps du roi ici, c'est son poil de barbe. On connaît la problématique du corps du roi avec l'historien Ernst Kantorowicz. Ça donne à la trichologie politique une assise et une pertinence totale. J'étudie aussi l'image de Charlemagne que le mythe véhicule comme étant l'empereur à barbe fleurie, c'est-à-dire à longue barbe blanche. Or, quelques indices à la fois numismatiques et statuaires nous font savoir que Charlemagne n'était pas barbu, c'était un moustachu. C'est donc la mythologie forgée par la littérature qui en a fait un vieux barbu. Je dis vieux parce que sa barbe était fleurie. Cela définit un pouvoir lié à la sagesse, sagesse étant vieillesse depuis l'Antiquité, principalement par propagande pour surseoir à la brutalité de son gouvernement. Un époux infidèle, un prédateur sexuel, pourrait-on dire, et aussi un convertisseur de barbares par la force. On pense notamment aux violences exercées sur les Saxons. Confronté à ces modèles établis au cours du premier millénaire, j'avance qu'Emmanuel Macron n'est en rien jupitérien. Jupiter, on le sait par la statuaire, c'est le modèle antonin à cheveux longs, bouclés et à longue barbe. C'est un Olympien dont la verticalité est toute relative, car dans les textes mythologiques, Jupiter doit prendre garde à l'autorité de sa femme, essaie de l'éviter, a des comportements extrêmement humains, passablement volages. Emmanuel Macron, à mes yeux, coïncide parfaitement avec le modèle augustéen. Un modèle qui fut relayé au début du XIXe siècle par Napoléon Bonaparte, comme le montrent les bustes du premier consul et de l'empereur, tels qu'ils ont été sculptés et diffusés par Canova, par exemple, et Chaudet. Le modèle augustéen, me semble-t-il, incarne bien la Ve République, qui est une sorte d'avatar du Principat, c'est-à-dire une monarchie républicaine ou une république monarchique. La barbe, pourtant, n'est pas absente du gouvernement d'Emmanuel Macron, mais elle est en quelque sorte déléguée à ses ministres. Je pense à Édouard Philippe et à Christophe Castaner, ceux que l'on voit le plus. On peut se souvenir que même Cédric Villani, pour en quelque sorte gommer une image trop juvénile, s'était laissé pousser la barbe lorsqu'il a posé sa candidature aux élections municipales de Paris. Mais la barbe d'Édouard Philippe et de Christophe Castaner ne sont pas des barbes antonines, ne sont pas de longues barbes bouclées. Elles ne sont pas jupitériennes non plus, ce sont des barbes courtes, comme les empereurs soldats du IIIe siècle. Il est à noter de ce point de vue-là qu'il y a une sorte d'usage du laisser pousser la barbe chez les hommes politiques français actuellement. Pensons à Jean-Louis Borloo,
Pensons à Manuel Valls, pensons à Laurent Wauquiez, pensons à Nicolas Sarkozy. Tous ceux qui ont soit connu des défaites, soit se sont retirés du cursus politique habituel, se sont laissés pousser la barbe courte. Il s'agit d'une sorte d'affaîtrie de négligence, à mon avis, qui s'assimile au deuil romain, c'est-à-dire qu'ils font le deuil d'une activité politique traditionnelle ou habituelle et se démarquent donc du pouvoir par une sorte de retrait philosophique. Notons que Manuel Valls, qui s'était laissé pousser la barbe après sa défaite aux primaires de la gauche au présidentiel de 2017, s'est ensuite de nouveau rasé lorsqu'il a posé sa candidature à la mairie de Barcelone. Ce qui indique que la barbe était en quelque sorte celle d'un retrait, et lorsqu'il a repris son activité politique, il a fait passer ses joues de nouveau au rasoir. Jean-Louis Borloo, lorsqu'il était ministre, a développé un plan pour les banlieues, alors qu'il était glabre, et lorsqu'il a été évincé du gouvernement et qu'il s'est retiré de la vie politique, en partie pour des ennuis de santé, il s'est laissé pousser une barbe courte, et à ce moment-là, il a entrepris une sorte de mission qui était l'électrification de l'Afrique. Donc on a la double image d'un homme politique de rayonnement national glabre et de rayonnement international barbu. La barbe, en quelque sorte, pourrait éventuellement définir une sorte de charisme. Je veux dire par là, et là je vais vraiment dans le sens de la revue L'Apologie, une belle revue, la cosmétique va bien plus loin qu'un simple soin. L'organisation pileuse des visages d'autorité obéit, on le voit, à des canons qui sont contrastés. Les joues glabres peuvent commander, les joues barbues également. Mais c'est une question de contexte. Si la barbe aujourd'hui continue de figurer l'autorité, certains rois, comme Felipe VI d'Espagne par exemple, certains chefs d'État ou ministres, mais aussi l'iconographie du Christ, inchangée. Quant aux joues glabres, elles peuvent aussi perpétuer le modèle augustéen d'autorité, avec une sorte de propreté romaine, qui est la propreté républicaine. C'est particulièrement clair, à mon avis, chez Emmanuel Macron, mais aussi chez les papes. Eh bien, je dirais que ils sont presque nécessairement chauves dans la mesure où ils sont élus tous à un âge avancé, même si on accepte Jean-Paul II, mais Jean-Paul II avait une calvitie précoce. L'âge des papes fait qu'on a peu de chances d'avoir des cheveux fournis. Encore, y a-t-il un contre-exemple aussi, c'est celui de Benoît XVI. Benoît XVI porte une chevelure blanche, fournie et peignée. Ce n'est pas la longueur de cheveux qui fait sens, c'est sa couleur, car la blancheur est un indicateur à la fois de pureté et de la sagesse qu'apporte la vieillesse. Donc c'est un argument à l'antique. Si la barbe est improbable pour les papes, à moins qu'il en ait un qui vienne un jour, ce sera à mon avis associé à un message social très fort. Même si le pape François, dont le saint patron François était barbu, dont l'autre saint patron Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, était aussi barbu, lui ne l'est pas. Il est possible que ces joues glabres veuillent démarquer un pape social de la théologie de la libération, c'est-à-dire de la barbe comme élément sémiotique fondamental des révolutionnaires marxistes en Amérique latine. N'oublions pas que François est argentin. De ce point de vue-là, je pense que, vous le voyez, du point de vue de la sémiologie du poil, le pape, qui est un gouvernant, c'est un chef d'État, le pape, doivent slalomer en quelque sorte entre différents indicateurs, le principe essentiel étant à mon avis d'éviter des signes qui pourraient nuire à leur image. La pilosité est chez eux dans un registre d'extrême prudence. J'ajouterais pour les papes que le fait d'être glabre les démarque des métropolites et des patriarches orthodoxes, qui sont tous barbus. Donc d'une certaine manière, l'autorité catholique est glabre face à une autorité orthodoxe multiple et totalement barbue. C'est en fait un héritage des années 400 de notre ère.
Il paraît plus probable d'avoir un jour un pape noir qu'un pape barbu, me semble-t-il. Le comble serait bien sûr celui d'un pape à la fois noir et barbu. Se juxtaposent ainsi deux registres d'autorité, l'un politique et l'autre religieux, le dernier étant renforcé par le statut de la barbe dans l'islam, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui des moines du 5e siècle. On suppute que le prophète Muhammad était barbu et les différents textes disciplinaires musulmans demandent aux hommes de se démarquer des Byzantins en se coupant les cheveux et en se laissant pousser la barbe, mais une barbe mesurée, c'est-à-dire de la longueur d'un poing et pas davantage. Or, ces commandements sont pratiquement à la lettre ceux qui étaient donnés par les évêques aux moines au 5e siècle. La représentation d'une autorité crédible passe donc nécessairement par une obéissance à des codes pileux qui affectent principalement le visage, c'est-à-dire la partie visible publiquement. La trichologie, l'étude des poils, qui est une étude à la fois dermatologique et médicale, mais peut être aussi considérée comme une science sociale, la trichologie est tellement riche d'anecdotes croustillantes, savoureuses, mais selon moi, la trichologie dépasse de très loin l'anecdotique, comme on vient de le voir. Elle constitue sans aucun doute une dimension incontestable de la définition des critères d'autorité. C'est donc un jardinage obligé, et lorsque l'on veut donner une image de soi et de l'autorité que l'on entend dispenser, rien ne saurait être aléatoire dans le pileux du visage. Si Emmanuel Macron se laissait hier pousser la barbe, on se serait répandu en Lazzi en disant qu'il est en week-end permanent au Touquet. S'il se la laissait pousser aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, on la rattacherait forcément à l'image du deuil à la romaine, et elle passerait donc beaucoup mieux. C'est posé pour moi un problème dans la rédaction du livre, les femmes étant, sauf dans l'histoire de la foire, sans barbe et sans moustache. Y a-t-il chez les femmes, ou y a-t-il eu chez les femmes à l'époque romaine ou au cours du premier millénaire, une pilosité capillaire féminine liée à l'autorité? On peut d'abord dire que les cheveux longs des romaines ont, dans certains épisodes, servi le sauvetage de la République. Les femmes faisant, par exemple, don de leurs cheveux pour faire des cordes d'arc pour défendre la cité. D'autre part, eh bien, les cheveux, puisqu'il n'y a pas de barbe et de moustache féminine, tout se porte sur les cheveux longs, très longs. Ce que l'on sait sur les cheveux féminins, c'est surtout de la moquerie. Je veux parler des épigrammes du 1er siècle, de Martial en particulier, mais aussi des charges faites par Saint Jérôme dans sa correspondance, qui tous fustigent le soin excessif que les femmes ont de leur chevelure, soit par la coiffure en étage, soit par la teinture, soit par l'adjonction de perruques. Les perruques romaines étaient fabriquées avec des cheveux d'origine barbare, des cheveux blonds ou roux en particulier. Et tout cela était lié aussi au maquillage. Et le pouvoir dont il est question, c'est un pouvoir nocif de séduction. Pouvoir de séduction terrible, à mesure où Tertullien, un apologiste chrétien de la fin du IIe siècle, définissait la femme comme la Janua Diaboli, la porte du diable. Elles étaient censées, par les artifices capillaires, augmenter leur pouvoir de séduction et donc pouvant faire chuter les hommes ou les détourner du droit chemin. Et en cela, il pense aux terribles femmes bibliques comme Jézabel. Alors, si elles n'ont pas de barbe, si elles n'ont pas de moustache, et si elles peuvent jouer sur leur unique chevelure, que font les femmes de pouvoir telles qu'elles adviennent dans les couples impériaux à partir du IVe siècle? Parce que c'est un phénomène tardif, l'impératrice. Il y en a eu,
La monnaie le montre, les impératrices sont au IIe siècle, d'Adrien à Marc Aurèle, des femmes avec une chevelure extrêmement sobre et à chignon. Mais la statuaire nous montre par la suite, à partir du IVe siècle, mais on en a quelques exemples avant, des femmes avec une coiffure extrêmement sophistiquée. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait jouer chez la femme de pouvoir le rôle de la barbe? Le premier élément, c'est de façon possible le diadème. Alors effectivement, certaines impératrices sur les monnaies de la fin du IVe et du début du Ve siècle portent un diadème. Mais si l'on se réfère ensuite aux monnaies des 5e et 6e siècles, ainsi qu'aux mosaïques, je me demande si la barbe des femmes ne serait pas les boucles d'oreilles, les bijoux. La joaillerie serait en quelque sorte un substitut de la barbe venant indiquer et dénoter la femme de pouvoir. L'idée que je soutiens dans le livre Poil et pouvoir, c'est l'existence d'un domaine propre de la trichologie politique. Mon livre essaie de la défendre et de l'illustrer, et en cela je rejoins les idées de la revue L'Apologie, qui veut montrer, prouver que la peau et le poil ne sont absolument pas anodins dans les sciences sociales. En vous remerciant de votre attention.